Lisa, la Joconde, qui est un des portraits les plus emblématiques de l'histoire de la peinture de Léonard de Vinci, XVIe siècle. Une technique de composition incroyable, qui en a fait une des œuvres les plus étudiées de l'histoire de l'art, et notamment appréciée pour son cadrage très moderne, comme un portrait qu'on pourrait réaliser de nos jours, et puis les effets d'optique qui sont créés par l'emplacement des yeux de la jeune femme dont on ne sait pas grand-chose, et de ce sourire discret, ce sourire que je nomme intérieur, qui me plaît énormément. Ce que j'aime chez la Joconde, c'est le fait que, quelle que soit la position depuis laquelle on la regarde, on se sent constamment observé par elle. Alors, concernant le quartier du Louvre, il y a tellement de restaurants à proximité. Je pense au Café Marly, je pense au Stube qui est un petit endroit près du jardin du Palais Royal, où tu vas pouvoir déguster des spécialités allemandes, des bretzels, des currywurst, de la choucroute, des schnitzels. Je pense à une pâtisserie japonaise qui s'appelle Toraya, qui n'est pas très loin de la place de la Concorde. Toraya, c'est l'une des plus anciennes pâtisseries du Japon, qui a ouvert sa boutique à Paris dans les années 80, qui est très connue pour les wagashi en France. Un magnifique salon de thé. Alors j'essaye de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais te recommander d'autre? Il y a de très bonnes tables, mais vraiment des choses, des petites adresses que j'aime bien, à côté des grands restaurants gastronomiques. On a par exemple le Meurice à côté de Angelina, le Carré des Feuillants, le Grand Véfour. Ce sont des restaurants extrêmement luxueux, très chargés d'histoire, et puis il y a plein de petits troquets, plein de petits endroits très sympas à découvrir. Alors quand on se dirige un peu plus vers les halles, il y a les pâtes vivantes. C'est un petit peu ma cantine dans le quartier des Halles. Et puis, oui, la cuisine japonaise aussi, je suis complètement fan de ça. Allez voir Toraya à Paris, c'est vraiment très sympa. Et puis alors, quand on est au niveau du Louvre, on peut très facilement, via l'avenue de l'Opéra, se diriger justement vers l'Opéra Garnier. Alors l'Opéra Garnier, qu'on appelle aussi le Palais Garnier d'ailleurs, c'est un opéra national, je ne sais pas si on peut dire un théâtre, où tu peux voir beaucoup de ballets, beaucoup d'opéras. Il se situe dans le 9e arrondissement d'un quartier que j'adore, le quartier de l'Opéra Garnier, tout au nord de l'avenue de l'Opéra. Et tu peux t'y rendre via les stations Opéra, par le RER A aussi, avec la fameuse gare Aubert. Et c'est un édifice incroyable avec des dorures, avec des colonnes à l'intérieur qui permettent vraiment de faire un véritable voyage dans le temps. C'est un édifice qui s'impose comme un monument, comment dirais-je, très représentatif du style de la seconde moitié du 19e siècle. Donc c'est Charles Garnier, le nom de l'architecte, qui a donné donc son nom à cet opéra, qui avait été retenu à la suite d'un concours. Et la construction de cet opéra avait été décidée par Napoléon III dans le cadre des fameuses transformations de Paris.
plusieurs opéras, dont l'Opéra Bastille, également appelé Opéra de Paris. Et donc faut pas les confondre. Euh, Maintenant on nomme l'Opéra Garnier Opéra Garnier depuis la construction de l'Opéra Bastille. Donc quand on se donne rendez-vous devant l'opéra, il faut bien s'assurer qu'il s'agisse soit de l'Opéra Garnier, soit de l'Opéra Bastille. Alors c'est un quartier que j'aime particulièrement pour les petits restaurants aussi qu'il y a autour. J'ai d'ailleurs passé le jour de l'an dans le restaurant à l'intérieur de l'Opéra Garnier. Magnifique endroit avec des prix totalement accessibles. Il y a aussi à côté de l'opéra l'hôtel Intercontinental Paris, qui est un hôtel de luxe construit entre, je crois, 1860, quelque chose comme ça. À l'époque, c'était en vue de l'exposition universelle de 1867. Alors, c'est un hôtel qui a toute une histoire, on peut s'y poser pour boire un verre. L'hôtel est très connu pour abriter le restaurant Café de la Paix, situé au rez-de-chaussée, qui est vraiment un véritable lieu de la vie artistique à Paris. Donc Victor Hugo y organise des banquets, Maupassant, Proust figure également parmi les habitués. Et le Café de la Paix accueille aussi les premières projections du cinéma. Je pense par exemple aussi aux premières émissions télévisées qui étaient transmises en direct de la France vers les États-Unis, avec une émission 48 avec la participation d'Yves Montand, Henri Salvador, Maurice Chevalier. Pendant les années 50, Marlène Dietrich fréquentait également le restaurant avec une foule d'admirateurs. Alors, qu'est-ce que j'aime dans le quartier de l'Opéra? J'aime particulièrement les okonomiyaki qui se trouvent au 11 bis rue Sainte-Anne. Sont encore une spécialité japonaise. Juste en face, il y a la pâtisserie Aki, avec de merveilleuses pâtisseries. Le Victoria Station qui est vraiment génial, une espèce de pizzeria rétro qui va être très intéressante pour les gens curieux qui aiment se dépayser, qui est dans le grandiose passage des panoramas, un passage couvert que je te recommande de découvrir également. On pénètre dans une ambiance je sais pas comment dire ça, de wagons, de voitures Pullman des années 30, avec ses banquettes en cuir, les tables en bois, les luminaires typiques. C'est vraiment incroyable, c'est très dépaysant. Alors on passe à un monument, le Moulin Rouge. Je me rends assez régulièrement également dans le quartier de Pigalle, le quartier de Montmartre aussi, juste à côté. Le Moulin Rouge a vraiment traversé plein de périodes. C'était à la fois un cabaret avec des soirées totalement folles. D'ailleurs, on retrouve un peu des endroits comme ça dans Paris, et notamment dans Pigalle, qui reproduisent un peu ces années folles. Je pense par exemple au cabaret Madame Arthur. Et puis il a été un théâtre, il a été un cinéma, il a même été une scène de music-hall avec des danseuses sortant de gâteaux géants. Alors la légende du Moulin Rouge s'est construite année après année, vraiment au fil des décennies. Et bien que extrêmement célèbre, beaucoup de touristes viennent se prendre en photo, faire des selfies devant le Moulin Rouge. Il y a des parties également extrêmement obscures sur le Moulin Rouge. C'est un monument qui existe depuis plus de 120 ans et il est devenu clairement le centre de Montmartre.
siècle, vers 1880, 1890, 1889 pour être exact. Et donc il se situe en bas de la butte Montmartre. Et en fait les personnes qui l'ont créé à l'époque souhaitaient offrir un lieu dédié au divertissement populaire et d'ailleurs pour un très large public. Donc le fait d'ouvrir ce cabaret dans le 18e arrondissement, c'était une grande première puisque c'était un arrondissement extrêmement rural à l'époque. Et donc il permit, comment dire, c'est un cabaret qui a eu rapidement une très grande renommée et qui a inspiré des artistes devenus très très connus. Je pense à Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir. Alors après un incendie en 1915 qui a totalement détruit le Moulin Rouge, il a été reconstruit environ 10 ans plus tard. Et c'est à cette époque que Miss Tinguette, qui était donc actrice, chanteuse, danseuse, est devenue la co-directrice du cabaret. Et alors là, ça a vraiment vraiment marqué les esprits. Dans les années 20, c'était vraiment l'artiste vedette, avec la fameuse revue Miss Tinguette. Et puis, il y a eu les années 50, avec encore des travaux de rénovation et des grands noms de la chanson française qui sont venus faire des représentations. Je pense à Charles Trenet, Charles Aznavour ou encore Bourvil. Et puis aujourd'hui, on sait que le Moulin Rouge est un grand lieu de spectacle avec des dîners gastronomiques, du champagne, des revues et des dizaines d'artistes qui rythment les soirées du Moulin Rouge avec des tableaux qui retracent notamment l'histoire, d'ailleurs l'histoire du cabaret. C'est quelque chose qui se réserve très à l'avance parce que très 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 populaire. Alors, on va changer un peu et puis on va se déplacer jusqu'en haut de la butte Montmartre. Alors, pendant que je colorie le Sacré-Cœur, je crois qu'il faut d'abord que je te parle un petit peu de Montmartre. Il faut absolument que tu ailles faire des balades à Montmartre. C'est un quartier qui n'est vraiment vraiment pas du tout comme les autres. On peut y faire des balades très très intéressantes, un peu comme dans le quartier latin, qui est aussi un quartier que j'aime beaucoup. Et je crois que Montmartre, c'est un des quartiers aussi les plus célèbres et les plus caractéristiques de Paris. C'était un ancien village qui a été annexé par Paris au milieu du 19e siècle. Et donc qui possède une remarquable butte qui fait à peu près 130 mètres de hauteur. Et oui, on peut vraiment dominer Paris quand on va sur la butte Montmartre. Et donc c'est là qu'on va retrouver la fameuse basilique du Sacré-Cœur. Mais avant de gravir la butte, il y a donc tout le quartier de Montmartre qui commence par cette fameuse place Pigalle où se trouve le Moulin Rouge, avec une réputation assez coquine, assez sulfureuse. C'est un petit peu le quartier des amoureux, admirable vraiment, où les touristes viennent aussi se faire dessiner leurs portraits sous forme de caricature ou acheter une peinture. Voilà, c'est vraiment un endroit où on voyage et on se dépayse. Un petit peu l'image d'Épinal de Paris, l'image d'Amélie Poulain. Alors la place la plus connue, c'est la place du Tertre, qui est en fait une ancienne place villageoise, avec plein de terrasses de café, des chevalets, des peintres qui accueillent les visiteurs. Vraiment un endroit très sympa. Je pense à la maison Rose qui vole des
enseigne peinte par l'humoriste André Gide, qui représentait un lapin s'échappant d'une casserole. Je pense aussi à la place Dalida, évidemment, qui a vécu dans le quartier de Montmartre. La ville de Paris avait souhaité rendre hommage à la chanteuse et donc lui a offert ou lui a attribué une place dans Montmartre. C'est à quelques pas de sa maison. On peut passer devant la rue qui est dans la rue d'Orchamps. D'Orchamps, voilà, c'est ça. Et donc sur cette place Dalida, il y a un buste en bronze qu'on peut contempler. Et tout en haut de Montmartre, il y avait avant 30 moulins qui broyaient du grain, mais aussi du plâtre, de la pierre, des oignons pour la parfumerie. Il ne reste que 2 moulins au total qui ont subsisté sous le nom de moulin de la Galette. Et avant c'était une espèce de bal musette. Aujourd'hui on peut aller s'y restaurer. Et enfin le Sacré-Cœur, la fameuse basilique qui a été conçue en 1873, qui avait été financée par 10 millions de fidèles, qui avait coûté énormément d'argent. C'est une construction qui s'est achevée au début du XXe siècle, en 1917, à cause des oppositions au projet et de la présence de carrières de plâtre qui rendirent obligatoire des fondations très profondes. Une façade magnifique, romano-byzantine, très 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 belle, et d'autant plus belle parce qu'elle est vraiment au haut de la butte. Elle domine Paris, on pourrait dire. Et le dôme est un merveilleux point de vue sur la capitale. Vraiment très très beau. Alors, on va quitter la butte Montmartre et on va rejoindre le quartier Beaubourg, qui est un quartier que j'adore aussi. Plein de petits restaurants et notamment le centre Georges Pompidou. D'ailleurs, c'est un de nos anciens présidents de la République qui rêvait de donner à la France un centre d'art contemporain. Et c'est en 1977 qu'il rendit possible cet endroit, ce lieu très particulier. C'est un bâtiment très étrange qui a, on pourrait presque dire, choqué à l'époque, avec des tuyaux avec plein de couleurs, des écoutilles énormes, un kaléidoscope de bleu, de vert, de jaune,
vraiment un lieu d'exposition à succès. Et en plus, il y a un code couleur. Les conduites sont bleues. Les conduites qui sont bleues transportent de l'air. Celles qui sont vertes, les fluides. Il y a les tuyaux jaunes qui contiennent tout ce qui est électrique, électricité. Et il y a les conduites rouges qui sont en fait les lieux de circulation comme les ascenseurs par exemple. Alors, concernant la SMR, il y a un lieu qui se trouve juste à côté du centre Georges Pompidou qui s'appelle l'IRCAM, IRCAM, c'est-à-dire l'Institut de recherche et de coordination acoustique de musique. Alors c'est un endroit incroyable qui est situé au pied de Beaubourg, quasiment dans le Marais, et qui est l'un des plus grands centres de recherche publics au monde, se consacrant à la création musicale et surtout à la recherche scientifique. Donc il y a des studios, il y a des laboratoires, il y a un espace de projection et surtout cette fameuse chambre anéchoïque, complètement isolée de tout. On a des vidéos ASMR sur YouTube qui ont été tournées dans ce type de chambre où l'on croit devenir fou parce qu'on n'entend plus rien si ce n'est le sang qui circule dans nos tempes et le cœur qui bat. Expérience très intéressante. Je pense aussi aux fontaines Stravinsky de Nikita Saint-Phalle qui sont complètement insolites dans tout ce décor étrange. La fontaine des automates qui est une œuvre de Jean, je ne me souviens plus de son nom. Il y a Nikita Saint-Phalle et il y a un autre artiste. Il y a environ une petite vingtaine de sculptures allégoriques qui sont mécanisées et qui rendent hommage au compositeur Stravinsky. C'est vraiment des œuvres drôles, joyeuses, qui sont inspirées un peu de Gaudi, l'esthétique de Gaudi. Donc on s'y arrête, on se pose et puis on peut observer ces merveilleuses fontaines. Alors si tu cherches un bon restaurant dans le quartier Beaubourg, je te recommande d'aller autour des Halles. Il y a la rue Berger qui regorge de restaurants avec chez Denise. Alors le Loup chez Bem, je crois qu'il est fermé. La Poule au Pot, plein de restaurants de cuisine du monde, un super japonais, Lucie Hokkaido qui se trouve rue Jean-Jacques Rousseau. Les pâtes vivantes que j'adore
principale, il y a une longue galerie de 28 statues qui sont posées sur cette façade principale et qui ne sont pas du tout les rois de France, comme le croient la plupart des gens en fait quand ils regardent cette façade principale. Ce sont en fait les rois du royaume de Judée. Et donc une information qu'à l'époque les révolutionnaires ne connaissaient pas. C'est la raison pour laquelle ils ont caillassé ou tout du moins décapité toutes les statues une à une. Et donc on a cherché pendant des années à retrouver leur tête à ces pauvres statues. Il en manquait plus de 20. Elles ont été retrouvées par hasard dans les années 70 dans un hôtel particulier. Alors maintenant, dans Paris bien sûr, et maintenant elles sont conservées au musée du Moyen-Âge à Cluny, le fameux musée où se trouve la Dame à la licorne. Alors Notre-Dame, c'est aussi l'œuvre de Viollet-le-Duc, qu'il a rénové au XIXe siècle. Et certaines statues n'auraient certainement pas le même visage si Viollet-le-Duc n'était pas intervenu. Et Viollet-le-Duc ne s'est pas gêné pour faire représenter sa tête, son propre visage, notamment sur la 8e statue en partant de la gauche, parmi tous ces rois, qui est donc une représentation de lui-même. C'est assez, comment dire ça, égocentrique pour un architecte. Alors pour moi, toute balade parisienne commence bien sûr par le parvis de Notre-Dame de Paris, pour la simple et bonne raison que c'est là où se trouve le kilomètre zéro de Paris, c'est-à-dire le point exact à partir duquel sont calculées toutes les distances par rapport à la capitale, par rapport à Paris. Et pour le trouver, il faut se mettre à peu près à 25 mètres face à la cathédrale. Tu pourras voir un médaillon qui se trouve vraiment sur le sol, qui est incrusté sur le sol. Et c'est aussi un merveilleux point de vue pour apprécier cette façade gothique. Il y a aussi dans le quartier de Notre-Dame un endroit que je trouve magnifique. Il s'appelle le marché aux fleurs. Alors, c'est un marché qui se trouve à Paris depuis au moins 2 siècles, toujours au même endroit, qui est ouvert tous les jours jusqu'à relativement tard, je crois jusqu'à plus de 19 ou 20h. Il y a plein de plantes, il y a même des plantes carnivores qu'on peut contempler, très sympa. Et il se transforme aussi le dimanche en marché aux oiseaux. Donc c'est un rendez-vous pour les passionnés de plantes, pour les enfants également. Vraiment pas loin de Notre-Dame, il y a également la Sainte-Chapelle, le palais de justice, la conciergerie qui sont autant d'édifices à voir, à admirer de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, notamment pour la Sainte-Chapelle. C'est ici que les rois de France ont établi leur tout premier palais royal, qui est devenu plus tard la conciergerie, parce que c'est là que se trouvait le fameux concierge, qu'on pourrait comparer aujourd'hui à un maire. Alors, pas loin de Notre-Dame, il y a également la place du Châtelet, avec 2 théâtres qui valent aussi le coup d'œil. Alors, il y a bien sûr la Fontaine au centre, et puis 2 théâtres sur les côtés, qui ont été construits dans les années 1860-1862, toujours sur l'ordre du fameux baron Haussmann, avec le théâtre de la ville qui est du côté est, qu'on appelait aussi le théâtre Sarah Bernard avant, et puis le Châtelet de l'autre côté.
voilà, il y a plein d'endroits où j'aime me poser, me restaurer. Alors, plus en direction de la mairie de Paris, puis en direction euh, du Marais. Alors, par exemple, la BHVP, la bibliothèque de la ville de Paris, l'hôtel Carnavalet, la place des Vosges, un incroyable endroit. Alors, il y a un restaurant à côté de la place des Vosges que je te recommande pour les beaux jours, qui s'appelle... Alors c'est vrai que je ne t'ai pas encore trop cité de restaurants. Donc vers la place des Vosges, il y a le Petit Marché qui est un resto que j'adore, 9 rue de Béarn. Une petite cantine où je vais l'été notamment pour les beaux jours. Il y a des tonnes de chocolatiers qui se trouvent par ici en direction du Marais. Il y a un Pierre Hermé, il y a, je crois qu'il y a un Marcolini qui se cache pas très loin. Des douceurs, il y a la rue des Rosiers avec des strudels, des pâtisseries, des falafels, des endroits vraiment super pour manger de bons burgers, pour manger des choses sur le pouce, pour manger des viennoiseries. C'est un endroit très gourmand, très sympa, beaucoup de boutiques de décoration également. Euh, voilà, je pense que tu peux trouver ton bonheur. Alors, j'aimerais te parler d'un monument parisien, non pas qui m'inspire énormément, mais qui est quand même très connu, et derrière lequel j'ai travaillé, notamment au lycée Henri IV, où j'ai fait ma première année en tant que professeur d'allemand. Au lycée Henri IV, c'était la grande classe. Alors le Panthéon, avant d'être le fameux monument dédié aux grands hommes de la République, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est ce qu'on peut lire sur la façade. Et bien le Panthéon, c'était une église nichée sur la montagne Sainte-Geneviève, parce que oui, c'est encore une montagne. Alors Louis XV avait décidé de reconstruire l'église Sainte-Geneviève, qui était en train de tomber en ruine, au sommet de cette fameuse montagne Sainte-Geneviève. Et elle faisait vraiment pâle figure à côté de la belle église Saint-Étienne du Mont-d'Or, qui existe toujours, juste derrière le Panthéon, qui est l'une de mes églises préférées également. Et la première pierre a été posée par le roi Louis XV lui-même. Alors l'architecte s'appelait Jacques Germain Soufflot. C'est d'ailleurs le nom de la rue Soufflot, qui mène tout droit vers le Panthéon. Et Soufflot était un admirateur de l'architecture gréco-romaine. C'est pourquoi il a choisi la construction du Panthéon sur un plan de croix grec, qui est tout bonnement le style architectural de l'église, et donc qui est imprégné de style gréco-romain avec de très belles colonnes corinthiennes. Alors, après ça a été un peu le chaos pendant la Révolution française. Le bâtiment va
notamment. Et le Panthéon est même redevenu une église au début du XIXe siècle. Et puis il est redevenu laïque pendant la monarchie de Juillet, à nouveau religieuse sous Bonaparte. Bref, ça n'a pas arrêté jusqu'à ce que en 1880-85, l'édifice devienne finalement un monument dédié aux grands hommes. C'est ainsi qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est avec les funérailles de Victor Hugo que cela va s'initier. Alors depuis, le Panthéon a accueilli les dépouilles des grands personnages de la République. Il y a une crypte dans laquelle on peut se recueillir sur les tombeaux de Rousseau, de Voltaire, Émile Zola, Jean Moulin, Louis Braille, Marie Curie, bien évidemment, et puis récemment Simone Veil. Il y a un objet assez étrange aussi que tu pourras contempler dans le Panthéon. C'est le fameux pendule de Foucault qui pend juste sous la coupole du Panthéon depuis au moins 150 ans, depuis 1850, quelque chose comme ça. Alors moi je connais bien ce quartier, notamment le jardin du Luxembourg, notamment la rue Mouffetard où tu vas trouver plein de restaurants. C'est un quartier qui se visite avec beaucoup de plaisir. Le quartier latin. Moi j'aime bien partir des quais depuis la fontaine Saint-Michel. Alors d'ailleurs la fontaine Saint-Michel existe depuis, encore une fois, que le baron Haussmann a remanié le quartier dans les années 1850. Alors à cette époque, quand on arrivait au bout de l'avenue, il n'y avait plus rien, il y avait une espèce de vide. À cause d'un désaxement du boulevard Saint-Michel. Et Haussmann a décidé de faire construire cette fameuse fontaine Saint-Michel pour créer un motif terminal à la perspective, sinon il y avait une espèce de vide. Et donc il y a eu cette fontaine Saint-Michel avec Saint-Michel qui terrasse le dragon. Alors si tu aimes acheter des livres, tu peux aller chez Gibert, un très grand magasin de livres d'occasion, de livres neufs également, à des prix très intéressants. Alors je t'en ai parlé aussi pas très loin, il y a le musée du Moyen-Âge, 6 places Pain-Levé, qui est génial pour les enfants. Si tu as des enfants et que tu les emmènes à Paris, eh bien emmène-les au musée de Cluny. C'est un musée qui évoque la vie au Moyen-Âge, avec plein de meubles, de tentures, de tapisseries, dont d'ailleurs la fameuse dame à la licorne du XVe siècle, ça aussi je l'ai déjà dit. Il y a également des vitraux, des objets d'orfèvrerie, c'est vraiment super, et c'est sur les anciens thermes de Cluny, donc dans un lieu historique. Et puis il y a la fameuse Sorbonne, rue des Écoles, qui date du XIIIe siècle et qui est vraiment aussi un endroit génial à fréquenter, à visiter. Sinon je pense au Collège de France, le Panthéon évidemment, la bibliothèque Sainte-Geneviève, et donc le lycée Henri IV qui est rue Clovis, et l'endroit où j'ai appris mon métier d'enseignant, l'un de mes métiers. Alors le quartier latin, le quartier de l'Odéon, c'est un endroit aussi où tu peux manger très convenablement. Il y a vraiment toutes les
un peu plus vers les quais, même complètement vers les quais, dans le 7e arrondissement de Paris, le long de la rive gauche de la Seine. C'est là que se trouve le musée d'Orsay, un musée qui a été inauguré en 1986 et qui en fait, quand on regarde bien le bâtiment, on le reconnaît, était une ancienne gare, la fameuse gare d'Orsay, qui était construite en 1900 à peu près, vraiment tout début du XXe siècle, et qui a donc été réaménagée en musée sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'est un de mes musées préférés, pour ne pas dire mon musée préféré. Les collections qui s'y trouvent sont des collections d'art occidental, de la moitié du 19e siècle jusqu'au début du 20e, jusqu'à 1914. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, des arts décoratifs, des arts graphiques, de l'architecture. Incroyable ce musée, vraiment. Rien que l'édifice en soi est un chef-d'œuvre. C'est le musée qui possède la plus importante collection de peinture impressionniste. Il y a au moins 1000 toiles, avec au total 3 ou 4 000 toiles, des chefs-d'œuvre de la peinture. Je pense, encore une fois, au plus connu. J'ai fait un petit peu un brainstorming et je retombe tout le temps sur les mêmes œuvres. Le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia d'Édouard Manet, La petite danseuse de 14 ans de Degas, L'origine du monde, Un enterrement à Ornans, L'atelier du peintre de Gustave Courbet, Les joueurs de cartes de Cézanne, la série des cathédrales de Rouen de Monet, Le bal du moulin de la Galette de Renoir. Voilà, ce sont vraiment des choses extrêmement riches. Il y a aussi un buste que j'ai personnellement utilisé pour un de mes CD, pour un des singles de mon duo masculin. Cassandre, c'était le buste de Cassandre justement, qui se trouve au musée d'Orsay. Alors je trouve que ça s'enchaîne très bien après une visite du quartier de Saint-Germain-des-Prés, quand on a fait le café de Flore, quand on a fait le jardin du Luxembourg, quand on est passé par ce quartier très chic, eh bien c'est pas mal d'arriver à l'ancienne gare Orsay, voilà, qui fut donc reconvertie en musée de la civilisation et des arts du 19e siècle. Alors pour moi c'est vraiment un incontournable. Il y a tous les grands noms du 19e siècle, Manet, Delacroix, Courbet, en passant par Rodin, Carpeaux, tout ça dans un espace incroyable. Je pense aussi au dernier étage à cette fameuse horloge où tu vas pouvoir avoir une vue merveilleuse sur la Seine. Et alors, quand on sort du musée, il faut absolument faire une balade très sympa en descendant les marches pour rejoindre les berges, et avec une balade très ludique, notamment quand il fait beau, avec un espace de détente, des jeux au ras de l'eau, tout le long des quais du musée d'Orsay, jusqu'après le pont de l'Alma en direction de la Tour Eiffel. Donc, quand on sort du musée, il y a vraiment, en remontant la Seine sur la droite, des tonnes de choses à voir, c'est très sympa. Il y a au moins sur 300 mètres les antiquaires du quai Voltaire. Il y a également l'école nationale des beaux-arts qui est sur le quai Voltaire. Il y a les fameux bouquinistes et leurs boîtes qui présentent au moins des centaines de milliers de livres anciens et contemporains. Bien sûr la passerelle du Pont des Arts, juste au niveau de l'Institut de France, qui est aussi un superbe monument à coupole qui abrite l'Académie française. Et ensuite, quand
quartier vraiment très très riche. Il y a la boutique aussi Cire Trudon, où les bougies sont extrêmement onéreuses, mais ça vaut le coup de rentrer dans la boutique, de voir des bougies faites dans la tradition, on va dire, dans les règles de l'art. Dans Saint-Germain-des-Prés, il y a également le Café de Flore, qui était le QG des artistes du 19e siècle et du 20e siècle. Je pense à Apollinaire, André Breton, Sartre, Aragon, voilà, avec un merveilleux chocolat chaud. Et puis, pas très très loin, tu as la place Saint-Sulpice, avec cette fameuse église Saint-Sulpice qui est magnifique. Mais l'atmosphère de la place est vraiment très sympa. Tu peux te poser sur la terrasse d'un café. Je pense au café de la mairie par exemple. Il y a Pierre, mais qui est pas très loin non plus pour déguster une pâtisserie. Voilà, il me reste un dernier monument à te présenter. C'est la Tour Eiffel, mon monument préféré, qui a connu bien des histoires insolites pendant ces 126 années, je crois, 127 peut-être, je suis plus sûr. Elle a été inaugurée en 1889 lors de l'exposition universelle et elle portait à cette époque le fameux nom, la Tour de 300 mètres. Et c'est le monument le plus visité au monde, qui pourtant à l'époque a connu une véritable levée de bouclier. Alors en fait, la Tour Eiffel ne devait être présente que pour une durée de 20 ans, et son destin a changé quand Gustave Eiffel met en avant l'utilité scientifique de la structure, c'est-à-dire celle de la transmission radiophonique, qui va réellement sauver la tour. Alors pendant l'hiver, la tour Eiffel rétrécit de 4 à 8 cm parce que quand les températures remontent, elle reprend
dilatation du métal fait bouger le monument, avec notamment un record d'inclinaison de 18 cm dans les années 70. Alors il y a environ 7 millions de visiteurs par an en moyenne. La Tour Eiffel, c'est le monument payant le plus fréquenté au monde. Il y a l'équivalent de 16 tonnes de peinture sur la Tour Eiffel, qui a été repeinte au moins 17 ou 18 fois. Et chaque soir, 20 000 ampoules scintillent toutes les heures durant 5 minutes, jusqu'à 1h du matin. Environ 1h du matin, oui. Alors il y a des anecdotes complètement loufoques. Par exemple, en février 1912, il y a Franz Reichelt, qui était un Français d'origine autrichienne, qui est mort en sautant du premier étage de la Tour Eiffel pour tester un parachute qu'il avait confectionné. Donc à l'époque où elle a été construite, la Tour Eiffel était vraiment la plus haute tour du monde. Et elle a été construite en plus en un temps record. Il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire, avec 7300 tonnes de fer, 60 tonnes de peinture et 2,5 millions de rivets. Alors évidemment, les tout premiers visiteurs devaient grimper les 1600, 1700 marches, 1710 marches exactement. Et donc les ascenseurs ont vite été installés avec des prototypes uniques dont 2 sont encore en service. Le principe est un fonctionnement hydraulique et qui a été conservé lors de la rénovation de 2014. Et chaque soir, il y a donc 2 vaisseaux lumineux d'une portée de 80 km qui éclairent Paris un peu à la manière d'un phare dans la nuit. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, me mettre sur un pont parisien ou depuis un point, un point de vue intéressant de la ville de Paris et puis observer ce vaisseau lumineux qui transperce l'obscurité. Donc en 2019, la Tour Eiffel fête ses 130 ans. C'est énorme, puisqu'elle a été inaugurée le 31 mars 1889. Elle est haute de 312 mètres. Et comme je te le disais, c'est vraiment la structure qui a fait le plus parler d'elle lors de l'exposition universelle de 1889. En termes de gastronomie, il y a au premier étage le restaurant 58 Tour Eiffel et au deuxième étage le Jules Verne, qui est, je crois, tenu par Alain Ducasse et qui vaut vraiment le détour, notamment pour le cadre incroyable. Je crois qu'il n'y a pas plus symbolique qu'un déjeuner ou un dîner dans la Tour Eiffel, ou au moins à proximité de la Tour Eiffel. D'ailleurs, dans le 15e arrondissement, je te recommande la brasserie Frame, F-R-A-M-E, qui est une brasserie qui mélange cuisine américaine et cuisine asiatique.
de siècle maintenant. Mais c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'il représentait exactement. Alors, Napoléon Bonaparte avait des envies assez particulières. Il exigeait de voir sa grandeur traduite dans la pierre. Et après sa plus grande victoire, qui était la bataille d'Austerlitz, eh bien, il commanda un monument à la hauteur de sa gloire, qui devait symboliser la victoire militaire de l'armée pendant des siècles et des siècles. Et c'est seulement en 1836 que la construction de l'Arc de Triomphe va s'achever sous le règne de Louis-Philippe. L'Arc de Triomphe, c'est un monument qui est pensé comme un monument symbolique, évidemment. Il abrite aujourd'hui la tombe du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale et la fameuse flamme éternelle qui est ravivée quotidiennement à 18h30. On pourrait dire que c'est un petit peu le témoin de l'histoire de notre pays. Et 4 fois par an, l'Arc de Triomphe est témoin d'un phénomène climatique. Vers le 10 mai et le 1er août, le soleil se couche dans un axe, côté Champs-Élysées bien sûr, tandis qu'il se lève dans l'axe opposé le 7 février et le 4 novembre. Alors il se situe tout en haut des Champs-Élysées, sur la fameuse place de l'Étoile, qui est donc à l'extrémité des Champs-Élysées. Il mesure 55 mètres de haut, 45 mètres de large. Il n'est pas vraiment très profond, une vingtaine de mètres. Et il est là pour célébrer la victoire des armées françaises. Donc il a fallu quand même 30 ans pour construire l'Arc de Triomphe, à l'initiative de Napoléon. Et c'est vraiment un arc qui domine totalement l'axe historique parisien, qui relie, qui trace une ligne droite en fait de la Défense jusqu'au Louvre. Si on est place de la Concorde, on peut très bien voir les Champs-Élysées avec tout au bout l'Arc de Triomphe. Alors avec ses 50 mètres de hauteur, il est clairement le plus grand arc au monde. Et son architecture est inspirée des monuments classiques. Il faut monter 284 marches pour accéder à une terrasse, une terrasse panoramique avec une vue très sympa à 360 degrés sur Paris. Et ce qu'on sait moins, c'est que l'Arc de Triomphe abrite aussi un musée où sont exposés plein de photos, de dessins qui témoignent des faits marquants de son histoire. Que ce soit la construction, que ce soit la veillée funèbre de Victor Hugo, que ce soit le défilé de la victoire, ou encore l'arrivée du corps du soldat inconnu en 1921. Donc on parlait des Champs-Élysées, c'est quand même l'avenue emblématique entre l'Étoile et la Concorde. C'est pas forcément l'endroit que je préfère à Paris, je m'y balade peu. C'est un endroit qui a été très connu en fait depuis 1900 environ, parce que le luxe s'est emparé de l'ouest de la capitale. Tu vas trouver des palaces prestigieux, des grands lieux de l'automobile, des terrasses, des cinémas, beaucoup de prêt-à-porter avec des enseignes très sympas, des showrooms high-tech. Et tout se trouve sur les Champs-Élysées. C'est un petit peu le temple incontournable du shopping. Mais c'est pas ce qui m'inspire le plus. Alors à proximité, tu as un musée que j'aime beaucoup, qui est le Palais de la Découverte. Là encore, si tu as des enfants, faut pas hésiter à les y emmener. On découvre plein de choses très sympas. Les fameux pourquoi que posent les enfants. Comment marche, comment est-ce qu'on éclaire, comment est-ce que ça marche une ampoule, comment est-ce que parlent les animaux, le langage des animaux, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace. C'est vraiment un regard scientifique sur le monde.
musée de vulgarisation avec plein d'outils très modernes. Voilà. Alors il y a évidemment aussi le Grand Palais. C'est un géant de pierre couronné d'une splendide verrière à charpente métallique qui a vu le jour pour l'exposition universelle de 1900. C'est incroyablement beau et le Grand Palais en fait héberge dans l'une de ses ailes le fameux Palais de la Découverte, tandis que ces galeries offrent plutôt des expositions immenses, incroyables, comme Monumenta, la FIAC, des courses de saut hippiques ou encore une fête foraine. Il y a aussi le Petit Palais que j'adore, qui est vraiment un petit bijou avec une grille d'entrée qui pour moi est un chef-d'œuvre de ferronnerie. Le petit jardin intérieur avec une ambiance très orientale du 19e siècle et un café où je te recommande d'aller, notamment pour te poser. Il y a des palmiers, il y a vraiment une ambiance très dépaysante. Un bâtiment qui alterne avec la blancheur et le marbre de couleurs, des moulures, des plafonds peints, des mosaïques, des vitraux magnifiques. Et puis bien sûr la place de la Concorde quand on descend les Champs-Élysées. Et ça serait l'obélisque de Luxor qui est vieux de 3300 ans et qui a été offert par l'Égypte. Il a été érigé en 1836 avec 23 mètres et 230 tonnes de granit rose. Voilà, et puis il y a deux fontaines magnifiques qui sont parées de sirènes, de poissons et qui rehaussent le décor gris. Alors, autour du Grand Palais, il y a vraiment une balade à faire. Je pense au pont Alexandre III, les Champs-Élysées de nuit, c'est très sympa aussi. C'est évidemment un circuit shopping le jour, mais la nuit, il y a les lumières, l'ambiance très festive. Et puis, c'est une promenade dans le cœur de Paris, de la rive droite. Donc, ça peut valoir le coup. Mais bon, faut aimer les boutiques, les cafés, les restaurants et puis les touristes parce que c'est un lieu très touristique. Il y a quand même un côté glamour, notamment la nuit. Les enseignes de mode, de parfumeurs. On pense aussi au 14 juillet évidemment. Et puis quand même quelques lieux culturels. Donc quand je me rends aux Champs-Élysées, j'aime bien avoir comme point de départ la place de la Concorde, l'obélisque de Luxor, et puis remonter petit à petit le jardin des Champs-Élysées, qui est vraiment un vaste espace vert, agrémenté de pavillons, comme par exemple le théâtre du Rond-Point ou de Marigny, qui longe l'avenue des Champs-Élysées. Et plus tu progresses, plus tu t'approches du Petit Palais et du Grand Palais, dont on a parlé, qu'on a vu il y a 2 petites secondes, et qui sont vraiment à visiter. Un peu plus encore, le Palais de la Découverte, qui pour moi est vraiment un lieu intéressant si tu as des enfants. Donc les 2 théâtres qui suivent, c'est le théâtre du Rond-Point, le théâtre Marigny. Et puis évidemment, à proximité, il y a le Palais de l'Élysée. C'est là que le président français, le président de la République est installé. C'est l'ancien hôtel d'Évreux qui remonte au XVIIIe siècle. Et ce fut d'ailleurs la propriété de la marquise de Pompadour et de Louis XV. Alors le jardin de l'Élysée se visite en général chaque premier dimanche du mois. Si tu aimes les parfumeurs, je te recommande d'aller avenue Montaigne. Il y a bien sûr le musée du parfum, mais également
les champs, tu as aussi le Lido de Paris, qui est un mythique cabaret situé sur les Champs-Élysées, et qui est mondialement connu avec des dîners spectacles très colorés, très magiques. Et c'est une très grande salle qui peut accueillir plus de 1000 personnes. Voilà, jusqu'à arriver à la place, sur la place de l'Étoile, avec l'Arc de Triomphe. Alors c'était un immense plaisir de parcourir Paris tout en colorant les musées, tout en leur donnant des couleurs un petit peu étranges, un peu différentes, des couleurs qu'ils ont réellement. Évidemment, c'était une visite très classique des monuments principaux, mais j'aimerais tant te dévoiler encore d'autres adresses, des quartiers où je me rends. Il y a toujours de nouvelles adresses à découvrir, des endroits très insolites, très intéressants, toutes les cuisines du monde à découvrir également. Et puis, j'espère que dans cette vidéo, le coloriage t'a détendu et que cette vidéo t'a permis de t'endormir, parce que je l'ai voulu longue, je l'ai voulu douce, et puis j'aime tellement le coloriage que j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à parcourir cette vidéo, à parcourir Paris.